rencontré avec Vincent un soir chez vous, du coup, chez toi, où on avait pris un petit apéro avec Duc aussi. Voilà. Donc, exactement. Tout le monde ici connaît aussi un peu Duc, parce que du coup, avec son entreprise en flat, notre entreprise est aussi en autogouvernance, on avance tranquillement dans ce chemin. Donc, du coup, on discute beaucoup avec Duc qui nous guide quand on a des petits sujets un peu complexes à traiter de l'autogouvernance. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un mot d'intro. Pas du tout. Vous êtes combien là ? On est 10 là aujourd'hui. Là. On est 10, on va adopter un modèle proche du Burguzorg, donc par contre c'est équipe 1. Et on fait notre premier split à la fin de l'année, qui est tout un grand sujet évidemment. Et la question de la culture dans le split est particulièrement intéressante. Parce qu'on a bien envie non pas qu'elle se délite, mais qu'elle se renforce à travers cette expérience qu'on va tenter. Donc, voilà, un petit peu pour le tour d'horizon. Qui veut faire ? Merci, je suis ravi de pouvoir vous partager un peu le fruit d'un long travail. Je sais que vous allez avoir une oreille attentive parce que justement c'est appliqué. Moi, ce qui m'excite dans la philosophie des organisations, c'est que c'est appliqué. C'est tout de suite appliqué. À la fois c'est extrêmement théorique, ça va même très très loin dans la théorie. Et à la fois, on peut tout de suite l'appliquer, vérifier, et donc ça fonctionne par un système proche de l'informatique, d'expérimenter, fail fast, vraiment, si tu veux, je peux faire vite, parce que sinon tu prends des pistes mauvaises qui vont te prendre de l'énergie, mais le droit à l'erreur est complètement permanent, les rétroactions, tout ça, ça m'excite beaucoup. Donc, pour me présenter un peu, c'est un peu compliqué avec l'esprit français de se présenter parce que je suis très polyvalent. J'avais beaucoup de mal jusqu'à quelques jours quand j'ai compris que je devais juste me comparer à Picasso et à Léonard de Vinci. Un ami m'a dit ça récemment, il m'a dit mais en fait c'est comme Picasso. Je dis c'est super, je prends. Mais c'est vrai que ça va de la musique contemporaine, orchestrale, électro. Je compose pour des séries télé, des films ou des ballets de danse contemporaine. Jusqu'à un album de rap que j'ai sorti récemment, jusqu'à la philo où j'ai été éditeur, je suis très très présent dans la philosophie disons internationale, je voyage beaucoup sur le thème de la philosophie, j'ai une quinzaine d'ouvrages et je suis investi dans la philosophie depuis l'âge de 27 ans de façon autonome, après avoir été professeur. Donc voilà, et puis aussi la peinture, mais c'est quelque chose qui est encore underground dans ce que je donne à montrer de moi, même si c'est très profond. Et voilà. Donc cette polyvalence-là, elle a un point fixe. C'est une question toute simple et qui, à mon avis, peut vous parler. Comment plus d'humanité peut produire plus d'efficacité ? C'est juste la question centrale. Comment plus d'humanité ? Qu'est-ce que ça veut dire mettre plus d'humanité dans des structures, plus d'humanité dans des pratiques, plus d'humanité dans du verbe, dans des idées ? Produit plus d'efficacité, donc c'est quoi ? Est-ce que c'est quantifiable ? Comment on l'évalue, etc. Donc ça, c'est l'obsession centrale, et j'essaie d'y répondre à chaque fois, que ce soit sous forme musicale, plus d'humanité, produit plus d'efficacité en termes de signification émotionnelle, ou évidemment philosophique, avec des livres comme Mélangeons-nous, où je m'adresse au mélange humain, comment les êtres humains se mélangent de façon assez alchimique, qu'est-ce qui fait que j'emporte les autres en moi, que je télécharge les autres en moi, et que je me télécharge dans les autres. Et puis, effectivement, un livre sur l'ambition qui fait un gros débat maintenant en ce moment, parce que c'est le premier livre théorique sur la notion d'ambition de l'histoire de la philosophie, il n'y en a pas, il n'y a que le mien, et d'ailleurs je pensais qu'après le mien il y en aurait eu d'autres, et en fait non, c'est un sujet très tabou. Livre théorique sur cette notion, qu'est-ce que c'est l'ambition, c'est-à-dire le feu sacré, le truc qui vous porte et qui malgré les obstacles et les échecs, fait que vous êtes à fond dedans. À fond dans la passion. C'est l'ambition, si je dois résumer, c'est consacrer sa vie à sa passion. Donc là aussi, ça peut aussi vous parler. Et donc, il n'y a plus du tout cette séparation entre vie privée d'un côté, qu'on essaye de manager avec la vie professionnelle. Tout ça, ça se mélange. Et quand j'ai suivi 800 parcours d'ambitieux, j'ai essayé de trouver des invariants dans des parcours très disparates. On a Mandela, on a Hitler dans l'ambition, on a le pire et le meilleur. Et on a aussi les pop stars, les sportifs, les artistes, les scientifiques, les politiques, les entrepreneurs. Et 800 portraits, j'ai trouvé les points communs. Je ne vais pas vous faire vraiment un résumé long là-dessus, mais
encore une fois, c'est explorer effectivement avec une vision apparemment psychologique. Apparemment, on est dans la psychologie, mais en fait, on est dans la philosophie. C'est-à-dire que les ambitieux, c'est ceux qui sécrètent à même leur vie une philosophie existentielle, une vision du monde. Donc on est beaucoup plus que de la philosophie ou de la psychologie, on est dans la politique. C'est faire de sa psychologie une politique, l'ambition. Le mot lui-même naît dans l'agora romaine, enfin le forum romain. Les ambitieux, c'est ceux qui voulaient du pouvoir électoral et ils devaient avoir des followers derrière eux. Donc ils tournaient en rond, tournaient en rond, ambitio la tournée. Ils tournaient en rond sur la place publique pour convaincre les citoyens de les suivre. Et plus ils avaient de followers, c'est-à-dire des gens en toge derrière eux, plus ils pouvaient briguer des mandats électoraux et tout. Donc l'ambition naît dans la politique, pas dans la psychologie. Et aujourd'hui, la grande erreur concernant les valeurs, c'est qu'on psychologise les valeurs. C'est une immense erreur. C'est politique les valeurs, c'est pas du tout psychologique. Mais pas du tout psychologique. Bien sûr, on peut adhérer à des valeurs, l'adhésion c'est psychologique. On peut aimer des valeurs ou pas aimer, c'est psychologique. Mais les valeurs en tant que telles, parce qu'elles mobilisent et parce qu'elles animent des groupes, c'est politique. Il y a des guerres pour des valeurs, il y a des conflits pour des valeurs, il y a des rapports de force pour des valeurs, il y a des vies entières, bonjour Marianne, il y a des vies entières qui sont dictées dans leur action, pas que dans leur réflexion et leur émotion, mais dans leur action par des valeurs. Donc, comprendre que les valeurs c'est politique, c'est faire un immense pas. Je pense que c'est gagner 15 ans d'avance parce que là, aujourd'hui, tel que je vois un peu le débat, je suis très au fait de ce débat sur les valeurs, on s'enfonce dans la psychologique. On s'enfonce littéralement, inspiré par les anglo-saxons. Donc c'est une psychologie pragmatique, ce qui est l'horreur. C'est le pire cauchemar. On est dans un cauchemar anglo-saxon en termes de valeurs. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire une sorte de pragmatisme avec la psychologie. C'est-à-dire des ressorts de développement, des ressorts d'efficacité, ressortant d'une sorte de développement personnel généralisé où on serait tous coachs de nous-mêmes et avec de la volonté, on arriverait à transformer notre identité. Ce qui est une mascarade totale. Enfin, toute la psychiatrie est contre ça, la psychologie, la psychanalyse, enfin vraiment, un être humain ne se change pas parce qu'il décide. C'est absolument impossible. On met 40 ans pour faire des valeurs. C'est toute une vie, c'est une enfance, c'est des faiblesses, c'est des défis relevés, tout à fait personnels, tout à fait uniques. On ne peut pas avec des recettes de cuisine dire on va s'en sortir psychologiquement à se changer. Mais on est dans cette religion-là. C'est une religion. Hein, la scientologie, tout ça, c'est juste des émanations de cette religion. Hein. On est dans une religion du transforme-toi toi-même et tu peux si tu appliques des recettes de cuisine. Ceci étant dit, si c'est politique, les valeurs, du coup, c'est intéressant parce que ça concerne d'abord un groupe, très peu un individu. Et quand bien même un individu se dirait mu par des valeurs, ça vient d'un groupe, ça vient de la culture, ça vient des livres qu'il a lus, ça vient de l'espace dans lequel il a grandi. Donc c'est politique encore. Même là, c'est politique. Même quand à partir de ce moment-là, j'ai essayé de créer, c'était un rêve il y a 26 ans. Quand j'avais 13 ans, on parlait beaucoup de construction européenne. On disait on va faire l'Europe et tout ça. Et je me suis dit, moi j'ai envie de créer une langue universelle. Je ne connaissais pas du tout l'espéranto et les tentatives de langue universelle. J'ai appris ça d'ailleurs en travaillant le sujet. Et j'ai voulu créer, je ne sais pas d'où ça me vient, c'est très profond, mais j'ai voulu créer une langue universelle à l'âge de 13 ans. Et j'ai commencé compulsivement à essayer d'étudier tous les systèmes de langue et tout ça, de façon un peu maladroite évidemment, j'avais 13 ans, de façon très passionnée. Et je suis tombé sur une méthode assimile avec l'espéranto. Je me dis, c'est quoi cette langue d'espéranto? J'ai lu, et là, évidemment, dès les premières lignes, il y avait langue artificielle créée en 1880 et quelques. Et là, bon, je me suis dit, bon, ok, ça c'est déjà fait, c'était assez bien foutu. Donc je me suis dit, on va changer de grands rêves dans la vie. Mais j'ai toujours l'idée de trouver une sorte de langage, peut-être pas appeler ça une langue, qui permettrait de tomber d'accord sur des choses extrêmement dures à traduire. Des choses où Google Trad échoue complètement et échouera à mon avis à l'avenir. Par exemple, dans ce langage, on peut dire je suis quelqu'un qui est dans l'innovation, qui bouleverse les codes établis, qui renverse les habitudes. Pourquoi ? Parce que je refuse d'être perdu. Donc dès que je suis perdu, je réinvente du sens et donc ça fout le bordel. Ça, dans ce langage, ça se dit -2 entre parenthèses 4. Vous avez vu, c'était long à dire. Hein. C'était long à dire et je pourrais même en dire 200 pages. 200 pages. Et ces 200 pages de philosophie sur celui qui innove parce qu'il n'a pas envie d'être perdu et donc et blabla, cette philosophie-là tient en quelques signes, -2 entre parenthèses 4.
Voilà ce langage. J'ai mis 26 ans pour le créer, 26 ans de plein de tentatives. J'ai fait de la philo pour ça, j'ai fait de la psychologie, j'ai eu des grands maîtres en psychologie. Je le dis de façon émue, j'ai rencontré un de mes maîtres. J'ai re-rencontré, après quelques années d'absence, Michel Lobreau, qui était prof de psycho à Vincennes. Michel Lobreau, qui a 93 ans, et je l'ai vu dans une petite librairie hier, on a été ensemble, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Voilà, et puis j'ai un maître aussi, Fatih Triki, qui est professeur de philosophie à Tunis, doyen de Sfax et de Tunis, et qui lui développe la philosophie appliquée. Voilà, et en 26 ans, j'ai réussi à créer ce qui pour moi est un aboutissement, une sorte de système, on ne peut plus appeler ça un langage, un système qui permet de formaliser, au sens presque mathématique du terme, j'ai fait beaucoup de logique en philosophie, qui permet de formaliser absolument tout, ce qui est de l'ordre des événements, de l'ordre des situations, de l'ordre évidemment des émotions et de l'ordre des valeurs. Alors, ce n'est pas un système plus vrai qu'un autre ou moins vrai qu'un autre. D'abord, c'est un système qui est totalement, je dirais, c'est des boîtes de rangement. J'ai créé un système pour ranger le monde dans des boîtes de rangement. Donc il n'y a pas de question de vérité dans ces boîtes de rangement. Il ne s'agit pas de trouver la quintessence d'une vérité cachée à travers des chiffres comme ont pu le rêver Leibniz. Vous connaissez la caractéristique universelle de Leibniz, une sorte de langage presque mathématisé, ou Raymond Lull qui avait inventé une sorte de machine, la machine de Lull, qui permettait de répondre aux grandes questions métaphysiques. Il suffisait avec des engrenages comme une sorte d'astrolabe. C'était magique, comme un ordinateur qui répondait à tout, un Siri avant l'heure, enfin un peu plus perfectionné. Et voilà, donc il ne s'agit pas d'arriver à... Je ne dis pas que mon système est vrai, c'est un système de rangement. C'est comme si je vous disais, j'ai une boîte de rangement, elle est vraie, elle n'est pas vraie. C'est un outil. Mais un outil qui a plein d'avantages. Un des premiers avantages, c'est d'abord qu'il formalise tout, qu'il permet de tout dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule once de psychologie humaine que je ne pourrais pas formaliser de façon précise. Et ce qui permet de voir que c'est précis, c'est simple. C'est si je donne -2 entre parenthèses 4 à Ha, qui est là avec moi, elle va exactement dire ce que je vous ai dit, sans même qu'on se parle. Elle va dire si c'est quelqu'un, parce que ça peut être quelque chose, mais si c'est quelqu'un qui est -2 entre parenthèses 4, elle va dire ça c'est sûr, c'est quelqu'un qui innove, qui crée du nouveau, qui fout le bordel, mais ça fait du bien. Et parce qu'il refuse d'être perdu, d'être dans l'errance, etc. Elle dira avec ses mots à elle, et elle pourra dire en vietnamien, parce qu'elle parle vietnamien, sans qu'on ait pas besoin d'avoir un texte à traduire, c'est juste -2 entre parenthèses 4. Alors, comme ça a l'air d'être effectivement peut-être abscon, donc j'aimerais bien, là, dans le temps que vous me donnez gentiment, je vais vous expliquer, non pas le système, hein, on ne peut pas aller en profondeur, mais en tout cas comment ça fonctionne. Donc, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage de ce système, qui est là, mais vous ne voyez pas, mais on va vous distribuer peut-être ça. Le premier avantage, c'est le code. Ça permet de coder l'humain. Ça permet de coder les comportements, les relations. Et pourquoi faut-il formaliser et coder l'humain ? Pour une raison très simple, c'est que ça permet l'interculturel. Ce que je vous ai dit, cette phrase du -2 entre parenthèses 4, c'est une phrase qui est très dure à traduire en japonais. On peut le faire. Il faut trouver d'abord le texte pour pouvoir le dire. Alors que là, je vous dis que -2 entre parenthèses 4. Je vous ai formulé un texte, mais je peux vous en formuler une infinité de textes. Je peux dire -2 entre parenthèses 4 d'une infinité de façons. Si je dois faire en japonais, je suis obligé de fixer ça dans des mots. Et les mots, c'est le bordel. Parce que le mot innovation en japonais, il y a 4 synonymes. Et en fonction du synonyme choisi, on dit une chose et pas une autre. Et on entre dans un immense problème qui est le problème des valeurs à l'interculturel. C'est bien joli d'avoir la valeur générosité, mais qu'est-ce que la générosité pour quelqu'un qui parle swahili en Afrique du Sud? Il y a plusieurs façons, nuances du mot générosité inscrit dans un climat, une culture, etc. Et donc, générosité, par exemple, dans mon système, ça peut être 22. 22, c'est pas générosité. 22, c'est un texte infini qui concerne la valeur 22. Elle s'appelle 22. Elle s'appelle pas générosité. Alors là, je vous ai mis des mots pour vous simplifier un tout petit peu la vie. Mais en fait, il n'y a pas de mots. C'est un système qui n'a pas de mots. On part de dessin. C'est un photolangage. Parce qu'on juge qu'un dessin, s'il n'est pas trop culturellement, connoté, un homme debout, un homme courbé, un homme qui pleure, un homme qui rit, c'est un peu plus universel que des mots qui subissent les affres de la traduction.
générosité, je vous garantis que c'est un bordel total. Alors que la valeur 22, il y a un nuage de tag derrière, et à partir de ce nuage de tag, on comprend à peu près, grâce au nuage de tag, ce qu'il en est. Générosité, don, partage, donner de l'immatériel, aboutir, accomplir quelque chose qu'on a mis en place depuis longtemps, le bonheur solaire, rayonner, et je peux continuer à l'infini comme ça. C'est un nuage de tag infini, et vous pouvez même ajouter vos propres mots. Une fois que vous avez compris le début du nuage de tag, vous pouvez le compléter avec votre vécu, votre « je comprends, c'est ça, ça, ça ». Et donc, à travers ce chiffre, ce code, cette brique d'alphabet, vous avez l'infinité des mots possibles, et ça passe évidemment magiquement d'une traduction à l'autre, c'est toujours 22. Et le nuage de tag permet une compréhension beaucoup plus fine qu'une définition dans un dictionnaire qui, elle, subirait la traduction en japonais, etc. Oui, s'il y a des questions, Je peux comment? Bien sûr, évidemment. Ça m'intéresse beaucoup cette idée de nuage de mots. Est-ce que c'est un ensemble de conduites derrière, ou est-ce que le mot conduite vous dérange? Est-ce qu'il y a un ensemble de conduites derrière le mot générosité qui vous permet de dire que c'est de la générosité? Alors, qu'est-ce que tu entends par conduite? En fait, tout ce que vous avez dit derrière, c'est-à-dire rayonner, des verbes un peu de conduite qui correspondent à un mot. Il y a une notion, je trouve, intéressante derrière un ensemble de conduites peut-être plus réaliste qu'un seul mot. Mais c'est une question que je pose. Alors, c'est une très bonne question. Tu as remarqué que je n'ai justement pas utilisé de verbe, j'ai mis des noms communs. J'ai dit générosité, don, partage, peut-être que j'ai dit donner, mais c'est une erreur de ma part. Les valeurs là, c'est un alphabet de 50 briques, 48 briques exactement. Cet alphabet de 48 briques, il s'articule sur 9 verbes. Donc les verbes, il y en a 9. Ils ne sont pas là. Il y a 9 verbes, c'est un autre tableau que j'aurais dû vous amener, qui permettent... pourquoi 9? Parce qu'on croise 3 dimensions temporelles. Ça vient du passé, c'est au présent, ça va vers le futur, croisé avec, comme une grille de Morpion, avec 3 dimensions spatiales. Horizontalement, c'est temporel, et verticalement, c'est spatial. En bas, c'est dedans, au milieu, c'est relationnel, et en dehors, c'est social, c'est extérieur. Et donc, ça donne 9 cases, vous comme une grille de Morpion. Et ces 9 cases donnent 9 verbes, beaucoup plus en fait. Si je prends par exemple la case en bas à droite de cette grille de Morpion, en bas à droite, imaginez une grille de Morpion, 3 sur 3. Donc on est dedans, on est dans la psychologie, on est dans la tête. La ligne du bas, c'est la psychologie. C'est à l'intérieur, c'est sous la peau. C'est quand on parle de moi, on dit je, parce qu'il y a que moi qui peut dire je. Ça regarde que moi. Et puis à droite, c'est qui tend vers le futur, qui tend vers demain. Donc on voit que c'est un effort intérieur. Après, on peut le dire encore une fois par un nuage de tag de verbes. C'est un effort intérieur, c'est le besoin de se nourrir d'eux, avoir la nécessité, l'exigence interne d'eux, etc., etc., etc. Et donc la grande nouveauté de ce système, c'est que comme un langage, il articule des compléments qui sont mes 48 briques de sens, nuage de tag aussi, avec des verbes qui sont sous forme de lettres. Et là, la dimension que je vous ai donnée, c'est la lettre B pour besoin. On a évidemment mis des mots pour pouvoir simplifier la vie. Ce qui veut dire que j'articule par exemple B-2 entre parenthèses 4. Donc B-2 entre parenthèses 4, donc B c'est besoin, c'est-à-dire l'exigence intérieure, l'effort intérieur vers le futur. -2 c'est l'innovation, et entre parenthèses 4, c'est que je fuis le 4 qui est la perdition. Donc -2 c'est l'innovation, vous l'avez dans vos logiques d'engagement, la deuxième bleue, les bleus c'est onde de charme et les rouges c'est onde de choc, je vous en parle après. Donc innovation, vous l'avez, -2. Et le 4, il est dans la logique 4. Complication, vous voyez. Et le entre parenthèses signifie que c'est ce qu'on refuse. Voilà, c'est ce qu'on refuse. Et P, c'est le besoin, donc c'est une exigence intérieure. Évidemment, je pouvais dire A-2 entre parenthèses 4. A, c'est la dimension qui est en haut au milieu, donc c'est la pratique extérieure, sociale, ce que je fais concrètement. Donc la différence entre A-2 entre parenthèses 4 et B-2 entre parenthèses 4, c'est que A-2 entre parenthèses 4, c'est je pratique l'innovation parce que je ne veux pas être dans l'errance. B-2 entre parenthèses 4, j'ai vraiment besoin d'innover au fond de moi, c'est une nourriture intérieure, une drogue, parce que je refuse l'errance. C'est pas du tout pareil. Donc la valeur d'innovation, on l'articule sur des verbes. C'est ça la nouveauté de ce système. Donc la conduite, je la mettrai, de ce que tu dis, je la mettrai dans les verbes plutôt. Oui, vas-y, je t'en prie. 9 façons de dire l'innovation -2 qui vont vous permettre de dire que c'est -2. C'est-à-dire La question en fait c'est un peu qu'est-ce qui fait que c'est -2 derrière, parce que j'imagine qu'il y a ce code qui est très intéressant, mais vous allez pouvoir l'appliquer aux personnes pour ensuite avoir des codes pour chacun, j'imagine. Une série.
Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que c'est -2, c'est-à-dire comment vous allez savoir qu'une personne est -2. Alors, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs façons de savoir que quelqu'un est -2. D'abord, tu connais Marc. Marc, à chaque fois, il invente des trucs, et ça fout le bordel, et c'est génial, c'est plutôt positif. Et il invente des machins, et en fait, tu le connais tellement bien que tu sais d'où ça vient ce -2. Là, je vous ai dit -2, mais tu sais d'où ça vient, là, entre parenthèses 4, parce que ça peut être entre parenthèses 6, je peux innover pour autre chose. 6, ça veut dire que je refuse l'hypocrisie. J'innove pour être dans la sincérité. C'est pas du tout pareil que innover pour éviter d'aller dans la perdition. Donc il y a plusieurs, vous voyez, c'est une combinatoire, hein, c'est 400 000 milliards de combinaisons hein, sur nos 50 briques d'alphabet sur les 9 dimensions, c'est 400 000 milliards de combinaisons. Et ça se tient en une ligne de texto, c'est-à-dire comme la bataille d'Aman, un truc de bataille d'Aman. Donc, et si je connais Marc, bah, je le connais, donc je te le traduis. Je te dis, il est B-2 entre parenthèses 4, H21, et là, ce que je dis, elle le comprend comme dans Matrix, hein, ça défile, elle lit exactement une psychologie humaine qui nécessiterait 500 pages à un livre, ou un livre d'Emma Bovary. Emma Bovary tient dans une ligne. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la littérature, mais ça permet au romancier d'avoir une cohérence dans ses personnages, ou à l'acteur, au comédien, parce qu'il y a des comédiens qui utilisent ça, d'avoir un sous-texte à leur personnage. Donc, premièrement, je peux connaître la personne et donc traduire à quelqu'un, en une ligne de texto, profondément la psychologie de quelqu'un, profiler quelqu'un. Ça, c'est une façon de faire. Je décide qu'il est -2 parce que je le connais bien. Ensuite, si je ne le connais pas et s'il a besoin de se connaître lui-même et puis qu'il a besoin de découvrir peut-être qu'au fond de lui il est -2, on a mis en place un outil, une application smartphone, donc vous l'avez, c'est Deep Pro, qui est gratuite. Le business plan vient après, c'est d'abord l'envie de créer de la philosophie sous forme d'application qui nous motive, hein, c'est important, c'est un peu barge d'ailleurs. Économiquement parlant, c'est un peu barge, parce que c'est mes recettes personnelles qui plongent là-dedans, voilà. Mais c'est le pari qu'on a fait avec A, qui vous parlera après, on développe ça au Vietnam avec des développeurs, et A, qui vient du monde du luxe et qui a été journaliste, etc., a dû se former, mais par passion, c'est une passion intellectuelle, tout ce que je vous raconte là, elle a partagé ça depuis le début, et A, maintenant, devient, et à l'interstice entre le développement et la philosophie pure. Parce qu'elle est capable d'analyser avec moi les -2 machins, et puis après, c'est comment on traduit ça. Et ça, c'est une application dans le droit fil du Connais-toi toi-même, qui est le centre de la philosophie, qui permet de scanner les valeurs humaines. Ça scanne les valeurs humaines. Franchement, ça marche plutôt bien. Alors, on n'a pas fait d'études scientifiques hors de prix pour avoir... Voilà. Mais le retour qu'on en a sur 13 000 utilisateurs, quand même, c'est grosso modo à 80% des gens qui s'y reconnaissent. Ça fait grincer des dents. Parce qu'une des grandes forces de ce système, c'est que toutes les valeurs dites négatives, elles sont là, donc vous les prenez dans la tête quand vous faites Deep Pro. Et comme le but du jeu, la plupart du temps quand on parle de valeurs, c'est de prendre des valeurs qui sentent bon l'eau de rose, ce qui est donc une vision hémiplégique des valeurs. Évidemment, c'est anglo-saxon, donc forcément, les valeurs qui pourraient apporter du dissensus et du conflit, on les met de côté. Le but du jeu, c'est pire, c'est que les seuls qui s'intéressent aujourd'hui aux valeurs, c'est des gens de l'entreprise. Donc le but, c'est une fluidité sociale et relationnelle. Tout ce qui n'est pas fluide est de côté, tout ce qui n'est pas agile de côté, etc. Et deuxième chose, c'est encore une fois visant une efficacité pragmatique en termes de rendement humain. Alors qu'il y a des valeurs qui relèvent de la poésie, du sexe, de l'envie d'asservir l'autre, de la grande jouissance d'asservir quelqu'un. Comment vous la traduisez en termes de valeurs? Et elle existe dans les entreprises, on ne va pas faire semblant. Et même dans les petites startups sympathiques, elle existe. On a de l'ego, vous savez bien. Et d'ailleurs, Duke, c'est pour ça que Duke est très intéressant, c'est qu'il prend en compte dans cette façon de faire le côté... mais il n'a pas de système qui permette ça. C'est un peu au feeling, c'est de l'expérience. Là, c'est un système, vous voyez, toute la ligne rouge, là, qui est en rouge, ce sont des valeurs qu'on appelle des valeurs d'onde de choc. Il y en a 24. L'onde de choc, c'est la propagation de la violence, du contrôle, de tout ce qui va vers la mort, grosso modo. Et c'est très bien, il en faut l'onde de choc. Hein. Je veux dire, à un moment, quand on est dans la guerre, et les guerres peuvent être de tout ordre, l'onde de choc est nécessaire. Donc ça, c'est aussi le premier système de valeurs à ma connaissance, et j'en ai compulsé pas mal, qui montre que l'égocentrisme peut être une valeur, ça peut mouvoir quelqu'un, ça peut être fondamental pour lui, la jalousie peut être une valeur. Quelqu'un qui se concentre dans sa vie et qui fait de la jalousie un pilier de sa vie, ça s'appelle une valeur. Si c'est un pilier de sa vie, si ça le meut, si ça organise sa pensée, ça s'appelle une valeur. C'est comme ça que je définis une valeur. Quelque chose qui influence complètement sur les pensées, les idées, les comportements et le filtrage du monde, l'interprétation qu'on a du monde.
Donc voilà, vous avez restauré enfin les valeurs d'onde de choc, qui sont les grandes absentes des systèmes de valeurs entrepreneuriaux, grandes absentes des systèmes philosophiques, entre guillemets, plutôt entrepreneuriales. C'est-à-dire que, et la haine alors, on en parle, la haine, pourquoi ça s'appelle une valeur? Ah oui, mais ça ne peut pas être au fronton de notre entreprise. D'accord, oui, c'est pas au fronton des entreprises, parce qu'on veut aller vers l'onde de charme, l'onde de la création, l'onde de l'humanité, l'onde du partage, le charme non pas du charmeur qui peut être un manipulateur, mais le charme du charmé, de l'émerveillé. Vous voyez, quand vous êtes émerveillé, bah voilà, toutes les valeurs bleues là, c'est des valeurs de... Et là, on est humain, on est fragile, on est vulnérable, on est en lien, enfin, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. Mais le but du jeu n'est pas de faire un système de valeurs pour montrer ce qu'on aime, le but du jeu est de montrer un système de valeurs pour montrer réellement de quoi sont faits les individus. L'avantage aussi de ce système, c'est qu'il montre le bordel intime. C'est vraiment un système qui montre la complexité humaine. C'est-à-dire qu'on peut avoir des valeurs, puisqu'on a 9 dimensions, elles se positionnent sur ces 9 dimensions du monde, et donc on a à la fois des valeurs d'onde de charme et d'onde de choc. Donc on a à la fois de la jalousie et de la conciliation. On a à la fois de la crise et de l'innovation. On a à la fois de la simulation, donc de l'hypocrisie, mais aussi de la connaissance et une recherche de vérité, etc. Et donc, la complexité humaine saute aux yeux quand vous connaissez un peu le système. Vous voyez tout de suite qu'il y a des incompatibles, des valeurs qui sont incompatibles. Quand vous additionnez leurs chiffres, ça donne 26. Et donc, évidemment, alors tout est ultra symétrique. Hein. Donc vous prenez une valeur, vous prenez l'opposé là, et c'est des valeurs totalement opposées. Et vous verrez que c'est un système qui n'est pas binaire, en fait. Par exemple, l'amour ne s'oppose pas à la haine. L'amour, c'est la valeur -9. Vous l'avez là. Logique d'humanité, -9. -9 s'oppose à 9. Évidemment, les chiffres sont très importants, je vous le dis, hein, plus importants que les mots. Hein. Ne vous fiez pas aux mots là-dedans, il y a un nuage de tag derrière. Donc, même si on a fait je ne sais pas combien de brainstorming pour trouver les bons mots justes, enfin, c'était l'horreur. C'est génial. Donc, jalousie. L'amour s'oppose à la jalousie. Alors, ça, je sais qu'à part les polyamoureux, les autres ont du mal à comprendre, mais en fait, oui. L'amour, du coup, on comprend ce qu'il y a derrière le mot amour. Il y a l'idée de non-possession, l'idée de vouloir la liberté de l'autre, d'augmenter la liberté de l'autre. Et la jalousie, c'est vouloir restreindre dans un pacte d'exclusivité. Donc, du coup, grâce au nuage de tag, il y a toute une philosophie derrière. D'ailleurs, mes conférences philosophiques sont quasiment toutes fondées sur ce système. Ce qui est très facile, il suffit que je mette -2 entre parenthèses 4 et je vous fais une conférence d'1 heure sans problème. Il suffit après, il faut des références, mais c'est un système qui a une cohérence interne. Et je sais que je ne peux pas me contredire d'une conférence sur l'autre, puisque si c'est basé sur ce système, je sais même que quelqu'un qui utilise ce système sera en cohérence avec moi. Ça permet ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être fonctionner par C'est plutôt, je vais être sûr de comprendre. Oui. Donc, une personne qui est -2 entre parenthèses 4 n'est pas que -2 entre parenthèses 4. J'imagine qu'il y a une grande ligne 2. Oui. Donc, selon les personnes, vous faites une très 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 grande ligne. Et derrière les très grandes lignes, par exemple, derrière -2 entre parenthèses 4, imaginons que quelqu'un soit que ça. On ne peut pas. Il faut mettre la dimension. Tu dois mettre une lettre de A à I. Ah oui, derrière c'est 1 parmi 9. Et derrière B-2 entre parenthèses 4. Oui, bravo. Il y a combien de valeurs derrière quelqu'un qui est B-2 entre parenthèses 4? C'est pas comme ça qu'on fait. D'abord, toutes les valeurs, tu les as. Ok. Et tu as des indices différents sur les valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un jeu de cartes en toi, et plus ou moins, tu mets les trucs devant. Tu as tout. Là, tout ça, là, ça s'appelle l'être humain. La jalousie, on l'a tous. Mais la question, c'est la quantité. Ouais, c'est la quantité. Et c'est ça qui évolue. Et les transformations, c'est pas tellement de changer une valeur pour l'autre. On ne change pas d'une valeur pour l'autre. On met une valeur en avant par rapport à une autre. Donc, du coup, ça ne veut pas dire, quand tu dis, ok, toi, je t'ai compris, tu es B-2 entre parenthèses 4, ça ne veut pas forcément dire, du coup, puisqu'on a vu ça, tu as tant de bienveillance en toi, tu as tant de haine en toi. Non, c'est fluide, c'est de la musique. Dans ta musique, tu en es à un point où le B-2 entre parenthèses 4 apparaît devant, les 10 pros nous révèlent ça, apparaît devant là en ce moment. D'ailleurs, on conseille aux gens qui veulent travailler sur eux de le faire tous les 3 mois. Tous les 3 mois, tu fais une sorte de prise de valeur. Et dans 10 pros, tu as tes 9 valeurs qui sont le plus devant, c'est tout. Mais les autres sont là. Tu as juste les valeurs qui sont le plus devant. Tu vois? C'est donc une vision intéressante. C'est pas j'ai une valeur, j'en change, je l'adopte. Non, c'est j'ai toutes les valeurs, mais en fonction des nécessités de la vie, de ma psychologie, ou des rencontres que je fais, voilà, mon jeu en rend active. Ou avec qui on travaille. Ouais. Exactement. Ouais. Donc je comprends bien que c'est fluctuant, ces idées de valeur. Est-ce que le contexte un peu, par exemple, si on se positionne professionnel, si on se positionne personnel, quel est un peu votre avis sur ce côté-là? C'est-à-dire, est-ce que si je me mets en mood professionnel, je vais avoir un certain résultat, toujours en étant tenté,
on reste tenté, je me mets en mood professionnel, je me mets en mood un peu personnel, je vais avoir 2 résultats différents. Alors, je pense pas. Je pense pas parce que, par contre, ce que tu peux faire, c'est être plus ou moins en fonction de là où tu te trouves dans ta vie sur une dimension. Les dimensions, c'est les 9 cases. Donc, dans le mode personnel, je suis plus dans du relationnel, et donc c'est les dimensions du milieu. Là. Dans le mode je réfléchis sur moi-même, c'est plus à l'intérieur, et dans le mode social, professionnel, c'est plus extérieur. Et donc, c'est plutôt comment tu te situes dans l'espace et dans le temps grâce à ces verbes. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir la cohérence d'un individu intègre. Prenons par exemple la pire des crapules professionnellement. Hein, quelqu'un d'infect, qui écrase les autres, qui vampirise la victoire des autres, qui crée des hiérarchies parallèles, qui gourou son monde. Voilà. Il peut être un super père, par exemple, super père. Avec ses enfants, c'est une crème, il est génial, vraiment génial. Et pourtant, professionnellement, il est horrible. C'est possible, le système peut le montrer. Il suffit de mettre des valeurs d'onde de choc dans la ligne du haut professionnel et dans la ligne hyper du cercle personnel, des valeurs d'onde de charme. Et donc tout ça, ce qui est intéressant dans ce monde, on appelle ça le monde, c'est les 9 dimensions, ça permet justement de voir la complexité d'un individu. Et après, tu actives plus ou moins les dimensions en fonction de là où tu te situes dans ta vie. C'est quoi les 3 dimensions un peu... Vous avez parlé de personnel, professionnel, il y a des dimensions comme ça? Oui, par exemple, tu as la dimension complicité. Complicité, c'est quand tu es en amitié avec les gens, en amour ou en amitié. Donc là, alors, au professionnel, ça peut marcher, je suis sûr que vous pouvez être amis. Mais donc, quand tu actives dans le contenu de cette complicité, on voit la valeur qui ressort le plus. C'est ce que tu partages, c'est les liens que tu tisses, les liens que tu noues, etc. Alors que fruit, ce qu'on appelle fruit, c'est-à-dire c'est ce que tu produis, ce que tu réalises. Et là, on est vraiment dans l'efficacité sociale, concrètement. Guerre, c'est vraiment ce que tu t'efforces de faire impérativement. Donc, en fonction des dimensions, on voit à peu près toute la complexité d'un individu. Mais vous ne pouvez pas avoir une valeur et son opposé ensemble. Dans ce système, on ne peut pas avoir, par exemple, l'intransigeance et l'accompagnement. 1 et moins 1, les opposés 1 et moins 1 ne peuvent pas exister sur le monde. Par contre, il y a des incompatibles. On peut être 1, intransigeance, et 25, émerveillement. Je suis à la fois émerveillé par l'autre et hyper intransigeant. C'est possible. Mais je ne peux pas être intransigeant et à la fois accompagner l'autre. C'est une sorte de dissonance cognitive, mais totalement impossible. L'accompagnement nécessite que je sois dans la tolérance avec l'autre et pas dans l'intransigeance en lui imposant mes choix de façon violente. Même dans 2 contextes différents. Désolé, je reviens sur c'est intransigeant chez l'accompagnement, vous prenez cet exemple-là, de manière universelle, je ne peux pas être intransigeant professionnellement et dans l'accompagnement personnellement. Non mais tu as autant de monde que tu as de monde dans la vie. Ce que Dipro permet de voir, c'est une sorte de cartographie de là où tu en es en ce moment, mais bien sûr tout ça fluctue. Le but du jeu n'est pas de se dire, en fait il faut peut-être arrêter ce jeu hyper amusant, hein, de se dire c'est quoi ma définition. En fait c'est l'astrologie, en fait c'est une extension de domaine de l'astrologie. C'est quoi ton signe, et puis toute ta vie tu auras le même signe. Alors, on divise l'humanité en 12 avec une complexité, c'est très complexe l'astrologie. On subdivise, il y a des camps, des machins, mais grosso modo, on met l'autre dans une case et il bouge. Là, pas du tout, c'est un système de langage. Le but est de pouvoir dire les choses et de pouvoir comprendre comment je sors d'un truc en voyant la valeur opposée, la valeur qui me permet d'aller dans le charme. Tiens, je suis dans l'intransigeance avec quelqu'un, tiens, c'est l'accompagnement qui est l'opposé. Tiens, si j'essayais l'accompagnement, et l'accompagnement entre dans une logique, c'est-à-dire 4 valeurs qui sont corrélées. 4 valeurs qui sont corrélées, donc émerveillement, confiance et talent. Donc si j'ai les 4, j'aurai beaucoup plus. Si j'ai les 3, émerveillement, confiance et talent, j'aurai plus de chances d'avoir de l'accompagnement, qui sera la valeur qui va s'écréter. Les flèches grises, dans ce tableau, les flèches grises sont des flèches intensificatrices. Ça augmente. Donc plus je suis dans l'accompagnement, plus je suis dans l'émerveillement, plus je suis dans l'émerveillement, plus je suis dans l'accompagnement. Plus je suis dans l'accompagnement, plus je suis dans la confiance, plus je suis dans la confiance, plus je suis dans l'accompagnement. Vous voyez, chaque valeur a 2 intensificateurs, 2 valeurs qui intensifient cette valeur. Et donc, une logique, c'est 4 valeurs qui s'intensifient comme ça. Vous voyez. Et les flèches vertes, c'est les répondantes, on appelle ça. C'est-à-dire, si je développe à fond une valeur en face de quelqu'un, l'autre a toutes les chances de développer sa répondante. Donc, plus je suis dans l'accompagnement avec quelqu'un, plus l'autre, c'est pas moi, hein, c'est l'autre, va développer son talent, ce qui est un peu logique. Et plus je fais preuve de talent, et les gens sont épatés par le talent que je déploie, plus je vais sécréter l'accompagnement de leur côté. Donc, répondante et intensificatrice permettent d'avoir une dialectique des valeurs. Là, on a regroupé en logique. Il y a une autre façon de regrouper qui est en politique. Donc, il y a bipolitique. Voilà, il y a des façons de regrouper différentes.
Et donc Dipro, c'est un peu une cartographie de là où on en est, mais encore une fois, tout ça, c'est fluctuant, c'est de la musique. On a développé une autre application, toujours sur ce système, alors il est complètement caché, dans Dipro il est assez manifeste. Dans le jeu du Phénix, il est caché, mais c'est la base de ce système. C'est un jeu de tarot, parce qu'en fait j'avais un alphabet de 50, et donc il fallait... Qu'est-ce que j'en fais? Je fais des runes, bon, j'ai mis des chiffres, c'est sympa, mais c'est pas tellement glamour, et je voulais populariser ce système. Et donc pour le populariser, j'ai discuté avec Flammarion, et on est parti sur l'idée d'un tarot. Alors évidemment, Flammarion a voulu après mettre un accent hyper mystico, développement personnel, voilà. Donc j'ai joué le jeu parce que du coup, mon but était que ça soit pas cher. Donc on l'a eu à 19,90 €, ce qui est vraiment pas cher pour un tarot super beau, les dessins sont très jolis. Mais du coup, on a sorti 20 000 boîtes, donc il fallait que ça soit vendable. Et donc Flammarion, ils ont fait un habillage avec des lunes, des soleils, un coffret en velours, voilà. J'ai voulu jouer ce jeu parce que mon but était que ça se développe. Ça s'est développé, donc du coup on a eu toute une communauté parfois très versée dans l'ésotérisme et le mysticisme, qui n'est pas la plus bête d'ailleurs, hein, mais bon, très salon zen. Je crois que j'ai fait 3 fois le salon zen avec ça. Donc je pensais faire des choses plus scientifiques, mais c'est super. C'était marrant de voir ce public-là, et maintenant je suis en lien et je suis connoté. Quand je fais des confs, on me dit vous êtes le créateur du jeu de Phénix, et puis on me fait une révérence, genre initié, je ne sais même pas de quel ordre. Et le but, c'est pas ça. C'est vrai qu'on a créé j'ai créé avec une artiste tous les dessins, les 26 dessins. C'est 50 dimensions, mais c'est 26 dessins. Il y en a qui se retournent, qui se mettent à l'envers. Les moins, en fait, c'est-à-dire que ça se met à l'envers. On a créé des imageries extrêmement hypnotisantes. On a mis 1 an pour créer les 26 dessins, avec des chartes, il y avait des dizaines de pages et décrits, on veut ça, tel symbole, tel machin. On voulait que ça soit transculturel, donc il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des blancs, il n'y a pas de symbole religieux, mais il y a des symboles humains très forts. C'est hyper hypnotisant, et c'est vrai que c'est un côté hyper mystique, enfin, on plonge dans les cartes. Et en fait, c'est mnémotechnique. Je voulais vraiment que ça soit, que derrière le 22, on ait une image qui soit profonde en termes culturels et poétiques. Et l'image de la générosité, le 22, c'est vraiment un roi qui revient de loin, applaudi par sa communauté, et qui tend son bras démesuré, et il n'y a rien dans sa main. Et tout le monde reçoit quelque chose qu'il est lui-même. On voit qu'il vient de loin, la route est pavée d'or, et son cheval, quand il avance, il y a de l'or sous ses sabots. Vous voyez, c'est une image, ça permet très vite de voir 22, parce que c'est complexe, hein, il y a 50 symboles à apprendre, c'est une langue. Donc voilà, c'est de la pédagogie, une pédagogie liée à des recherches sur l'hypnose notamment, que j'avais faites. C'est des cartes qui sont hypnotiques et qui mettent dans un état modifié de conscience quand on les médite un peu, avec un livret qui était... Voilà. Mais du coup, ça permet d'incorporer ces valeurs de façon ludique. Et donc, on a développé ce qui va en fait expliquer les valeurs, paradoxalement de façon très précise. C'est ce jeu de tarot philosophique, le jeu du Phénix. Et maintenant, on va vraiment développer ça parce qu'on s'éclate. J'ai eu plusieurs choses dans la presse, j'ai eu 2 grandes pages dans l'IB en disant mais philosopher, est-ce jouer, etc. Donc j'ai amené cette dimension avant la mode de la gamification, la musification comme disait le Québec. J'ai amené cette idée que c'est par le jeu que la philosophie se développe. Et donc l'idée c'est qu'on va vraiment, je pense avec Ra, développer ça. Alors là, vous avez par exemple dans cette chose la possibilité de tirer une carte au hasard, donc une valeur de ce système au hasard. Les chiffres sont les mêmes. Hein. Le point commun, c'est qu'on a des chiffres, et les cartes ont des chiffres, et c'est en fait des valeurs, c'est pareil. Et vous tirez une carte au hasard. Alors évidemment, c'est génial parce que la carte, elle n'a rien à faire de vos problématiques, c'est le hasard, hein. Je suis très rationnel, rassurez-vous. Et donc, ce qui est amusant, c'est que quand vous faites un brainstorming sur quelque chose, vous dites hey, on va faire comme si la carte disait la vérité pendant 5 minutes. Et donc, si vous dites la carte c'est le hasard, ça compte pas, c'est pas rigolo. Donc, il faut se dire, pendant 5 minutes, la carte dit absolument la vérité. Et du coup, tout le monde met son esprit pour essayer de justifier la carte. À fond. Et parfois, la carte est très dure à justifier quand vous êtes en train de lancer un produit et que la carte vous dit que ce produit c'est de la dope pour telle et telle raison, je vous garantis que ça fait mal. Donc, c'est une sorte de out of the box toujours possible et qui permet, donc vous avez dans cette appli la possibilité de tirer une carte au hasard ou d'avoir des questions. On a une banque de, je crois, 200 questions hyper intéressantes. Et donc, déjà, prendre une question aléatoire dans la tête, c'est toujours bon, dès le matin. Et puis avoir une carte qui vous donne la réponse. Et vous faites pendant 5 minutes, vous devez faire comme si c'était vraiment la réponse. Voir où ça vous emmène intellectuellement. Vous le croirez ou non, mais c'est beaucoup plus performant qu'un système rationnel. Exemple. Vous réfléchissez avec ce système à Nelson Mandela.
Vous lisez tout sur Nelson Mandela et vous essayez de le coder. On peut coder Nelson Mandela. C'est hyper compliqué, hyper difficile. Et le résultat, quand vous le montrez à quelqu'un qui est un spécialiste de Nelson Mandela et que vous lui racontez un peu ce que vous avez mis quand même, il va vous dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous comptez sur le hasard et vous tirez aléatoirement le système de Nelson Mandela, il y a beaucoup plus de chances que ce soit probant. Alors, je ne suis pas mystique, mais what the fuck quand même. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et pareil pour vous-même. Vous demandez à quelqu'un de vous coder, il vous code parce qu'il vous connaît, c'est son point de vue sur le jeu, super intéressant, et vous tirez au hasard et quelqu'un vous parle de ça, et c'est extrêmement. Ça dit une chose très profonde, et qui doit nous inciter à l'humilité. Ça dit qu'une chose profonde, c'est qu'il n'y a pas de vérité, de valeur liée aux êtres. Il y a juste une puissance d'interprétation et de conférer du sens aux choses. Pourquoi le jeu du Phénix marche tout le temps? Il marche tout le temps. Il marche tout le temps. Vous allez tirer des cartes, amusez-vous avec. À chaque fois, les gens disent « Waouh, c'est super bluffant ». Et attention, j'insiste, c'est un système extrêmement précis. Vous avez vu, choc, charme. Donc on n'est pas comme dans le tarot de Marseille où la lame 13 veut dire la mort, veut dire la naissance, la vie, enfin ça veut tout dire, puisque le but c'est que Madame Irma vous gouroute. Donc, je l'ai bien dit, elle regarde, vous criez de l'œil, donc c'est ça. Donc chaque carte est susceptible de plein de sens hyper opposés. Là pas du tout, là c'est choc. Si c'est choc, je te dis un truc qui te fatigue. Je peux pas dire c'est youpi, c'est choc. C'est extrêmement précis. Puisque le but n'est pas de gourouter l'autre. Donc du coup c'est précis. Et bien en fait, ce qui compte, c'est cette faculté qu'on a, ce que j'appelle le sensage. On a la faculté de senser, S-E-N, S-E-R, et non pas que de penser. On pense une chose, on essaie de comprendre la vérité d'une chose, on sens une chose, on confère une vérité à une chose, un sens à une chose. C'est vraiment la grande nouveauté de ce verbe qui signifie que nous passons notre temps à conférer du sens et à se conférer du sens à nous-mêmes. Et les valeurs, elles interviennent exactement là. Les valeurs, ce sont des briques de sensage. C'est ce qui permet de conférer du sens au monde. Ce système-là, c'est un système que nous secrétons, qui n'existe pas dans les choses, qui n'existe pas dans les individus, puisque je peux faire un profil au hasard de Nelson Mandela et un spécialiste peut me dire t'es bien tombé. Et donc c'est que c'est pas dans les individus. C'est que c'est quelle narration, quel storytelling je suis capable de secréter par rapport à un individu. Et donc la psychologie, c'est plus la capacité de se raconter une histoire soi-même, plutôt que d'avoir une vérité sur j'ai trouvé qui je suis, dans quelle case me mettre. Et donc c'est ça la grande chose, et du coup on ne voit plus les valeurs de la même façon. Les valeurs, c'est les briques d'un alphabet qui te permettent de dire le monde, et non pas des choses qui existent dans les individus. Ce qui compte, c'est de trouver le bon langage. Je crois que ce langage est, à mon sens, un langage assez opérationnel, qui permet vraiment d'abord de se comprendre de quoi on parle, et qui permet d'être transculturel à fond. C'est-à-dire qu'on peut très bien, j'ai créé une langue avec ça, évidemment, on peut dire le -2 en question, ça se dit Bilin, j'ai mon côté Tolkien qui est revenu, et donc Bilin, c'est le nom des cartes d'ailleurs, vous les avez, et donc Boubilin c'est sur B, B-2, et entre parenthèses 4, ça donnera Manda, donc ça donnera Boumanda Bilin. Là je vous ai dit B-2 entre parenthèses 4, avec un langage. Et Boumanda Bilin, ça veut dire c'est ça, hein. J'ai un besoin d'innovation parce que je ne veux pas être dans les ventes. Rien ne m'empêche en anglais de faire oh yes, you know, I'm very Boumanda Bilin. Ah oui. Et donc je peux utiliser ce langage. Et donc j'ai réussi mon pari de gosse de 13 ans, dans ce sens-là. Il n'y a que moi qui lui parle. Hein, mais... moi, il est de fou. Mais voilà, même toi, tu ne parles pas, je crois. Mais en fait, j'ai créé des briques de sens, donc 450, 9 x 50. Des briques de sens qui permettent d'être complètement... Avec 450 mots, en plus c'est une combinatoire, donc c'est très facile à les apprendre, je peux dire des choses extrêmement profondes concernant des émotions humaines, que je ne pourrais pas dire en anglais facilement. Donc je pense à une humanité en 2050 qui utilisera un Boumanda Bilin pour dire des choses. Enfin, ce langage qui va parasiter toutes les langues vernaculaires, mais comme c'est du code, ça s'écrit en code, du coup ça permet de réinjecter de la complexité de l'émotion et du dire de l'émotion de façon transculturelle à travers en fait un langage universel émotionnel et comportemental. Si vous avez des questions, on peut faire un... Oui. 13 et 26 ne sont pas opposés dans les cartes. Non. Comment ça se fait ? Alors, 13 est centrale, la carte 26 n'existe pas, elle n'est pas numérotée. Voilà, c'est Madcards qui donne le nom de notre société, Madcaline. Enfin, ils vont comprendre, parce qu'à chaque fois, on a pris un nom de société juste impossible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens disent « Ah, mais Madcaline, c'est joli, ça veut dire quoi ?» Et là, je suis obligé d'expliquer tout ce que je vous ai dit. Pour vous dire que la carte qui signifie le voyage d'exploration de la classe
la carte du rapport à l'autre, de l'amour, de la différence, de la liberté, ça s'appelle Matka dans ce putain de langage que j'ai là, et qui est une carte 0 qui n'est pas formalisée là. La liberté ne se formalise pas dans le système, qui existe dans le jeu de Phoenix mais pas dans Deep Pro. Et donc ça s'appelle Matka. Et comment j'ai créé ces mots, j'ai fait en sorte qu'on puisse délirer sur l'étymologie. Donc tout est créé, Matka c'est la mer, la matrice en russe, la mer en tchèque, Matka, voilà, etc. Et donc Matka Line, dans le monde de notre société, c'est la ligne de Matka, la ligne de la libération, la ligne de voyage, etc. Donc Matka n'existe pas, donc part d'un principe que tu as affaire à un carré de 5 x 5, 25 cartes. En plus un carré magique super diabolique, je ne sais pas si ça te parle. Tout donne 65 quand tu additionnes dans tous les sens possibles. Bref, et donc tout est positionné sur ce carré, et donc tu as de 1 à 25, le 13, et le 13 c'est le Phoenix, qui donne le nom du jeu, le jeu du Phoenix, et le 13 c'est le truc pivot, tu as 12, 13 et 12, des 25. Donc 12 ondes de choc, 13 et 12 ondes de charme, et quand tu inverses, l'onde de choc devient charme, l'onde de charme devient choc. Voilà le système, grosso modo. Donc le 13 n'est pas, c'est la vie, c'est la renaissance, c'est le Phoenix. C'est pas une valeur, ça s'appelle vivre, c'est pas du tout une valeur que tu aurais ou que tu n'aurais pas. Pourquoi la liberté ne fait pas partie du système? Parce que la liberté, c'est la capacité de passer d'une valeur à l'autre en fonction des besoins. Donc elle ne peut pas être codée, c'est une façon d'être dans la transformation de toi en permanence. Justement, la liberté n'est pas une valeur, elle permet la transformation des valeurs. Et la vie n'est pas une valeur, elle permet aussi la transformation des valeurs pour aller vers la vie, c'est-à-dire passer du choc au charme. Le Phénix, la valeur 13, la vie, c'est pas une valeur d'ailleurs, l'entité de sens 13, permet d'aller du choc vers le charme, d'aller vers la vie. Et le Matka, qui se code par un grand M majuscule, Matka, ça permet de transformer une valeur en une autre. Choc, charme, choc. Est-ce que derrière il y a des idées de pistes d'accompagnement? C'est-à-dire que je vous ai bien entendu au début, vous étiez assez contre cette idée un peu de dogmatisme, de règle générale, ces bouquins un peu de développement personnel qui sortent en ce moment. Il n'empêche qu'il peut y avoir des choses très utiles, beaucoup plus spécifiques, beaucoup moins générales. Est-ce que derrière votre codification, qui est quand même très très précise, vous allez justement vers cette idée de pistes d'accompagnement en fonction de l'état actuel, en fonction des codes qui ressortent? Ma passion, c'est la philosophie. Créer des outils intellectuels qui permettent de voir le monde différemment et d'agir dans le monde différemment. Mais je ne suis pas moine, ni curé, ni coach. Donc je ne suis pas là pour dire vous devez vivre comme ça, comme ça. Mais par contre, cet outil existe. On l'a fait de façon gratuite. J'en parle souvent gratuitement à des assos, à des scientifiques. J'ai fait une grande tournée à The Bridge 2017 où j'étais philosophe à bord du coup de Mairie 2 et on a eu un succès fou avec ça parce que les gens sont scotchés. Mais les gens, c'est qui? Ça va du scientifique qui a envie de mettre ça pour faire des matchings humains ou programmer des robots. On a eu ça, on a quelqu'un qui s'intéresse à ça pour programmer une psychologie plus profonde que like, pas like, enfin les trois trucs vice-versa, c'est-à-dire ça, 4 émotions humaines ou 5 émotions humaines. Là c'est très complexe, ça permet de faire 400 milliards de profils, donc 400 000 milliards de profils, donc on a plus de profils que d'êtres humains sur Terre, donc on n'est pas là dans une réduction de l'humain. Et donc il y a toutes les utilisations. On a une comédienne qui développe ça et qui dit « moi ça m'intéresse pour le théâtre, parler des émotions ». On a un scénariste qui développe ça pour ses arcs narratifs dans les scénarios, voir comment les conflits entre personnages peuvent être cohérents. On a des scientifiques qui développent ça. On a des masseurs, un masseur qui développe ça en disant « moi le massage, du coup je leur parle de qui ils sont, je fais un... » Donc c'est un outil à la disposition de tous. C'est ça l'idée. Et chacun peut s'en emparer et il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de petit air. Plus on me pille, plus je suis heureux. Voilà, c'est un système que je donne. Donc voilà, en fait, ce que je vois, c'est que les gens s'en emparent et tordent ça de la façon dont ils veulent. Il n'y a pas de dogmatisme à l'intérieur de ça. C'est un outil qui est neutre dogmatiquement. Si des salopards l'utilisent, ils vont utiliser ça pour licencier des gens et embaucher des gens. C'est pas du tout le but du jeu. Ils vont utiliser Deep Pro. Deep Pro, c'est pour tout le monde. C'est pas réservé. On aurait pu faire un business. Le business du testing, c'est des milliards d'euros par an. Donc on aurait pu dire, on a un super truc tout à fait nouveau, on va rentrer dans le business du testing. C'est pas on a discuté beaucoup avec Ha, c'est pas notre vision. Notre vision, c'est de donner un outil, puis de voir, observer qui s'intéresse à ça. Il y a de tout. Après, que j'ai ma caution morale pour faire une préface dans un livre, là je signe en mon nom. Mais le truc existe. Il y a un outil qui existe, qui est un outil qui a un couteau suisse. Après, si tu t'en sers pour égorger les gens ou pour couper ton saucisson, ça me garde plus. Ce qui vous intéresse, c'est plus l'analyse que l'accompagnement? L'accompagnement m'intéresse, mais c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. J'ai été très sollicité, j'étais sollicité par la Française des Jeux pour coacher les grands gagnants.
à l'euro-million. Ils sont venus me voir, voilà, ils m'ont dit on vous veut pour qu'ils claquent leur fric, parce qu'ils ne claquent pas leur fric. Alors, un être humain normal, quand il gagne 100 millions d'euros du jour au lendemain, il a peur, il est traumatisé. Voilà. Donc ils connaissent un peu mon travail sur la psychologie humaine et sur l'ambition. Ils sont venus me voir et ils me disent voilà, coacher nos grands gagnants pour les boosts. Je dis non, pas possible. On ne peut pas rendre quelqu'un ambitieux passer 30 ans, ça ne marche pas. Si tu n'es pas ambitieux avant 30 ans, tu ne peux pas le devenir. C'est impossible. Voilà, moi je suis sûr, ça c'est mon point de vue. Mais je refuse, j'ai quelques accompagnements personnels par des gens qui sont devenus des amis, mais c'est pas du tout mon business, je laisse ça au coach. Le coach, je suis critique et à la fois il y a des super coachs, j'ai des amis coachs qui sont brillantissimes, qui sont même plus des coachs, c'est carrément des guides pour certaines personnes, mais je les regarde, ils utilisent ce système, je suis ravi. Ils commencent une séance avec Dipro ou même le jeu du phénix, il y a plein de sophrologues, on a des psychanalystes, des sophrologues et en psychiatrie. Voilà, tu as un patient, tu lui montres une carte, vas-y délire la carte, ou mieux, ce qui se fait souvent, c'est que tu donnes le paquet de cartes à quelqu'un, il doit choisir la carte qu'il déteste et la carte qu'il adore. Bon, c'est du photolangage classique, mais après, pour moi c'est ça la philosophie, c'est-à-dire que tu n'as pas un dogme, une recette clé en main. Ça n'empêche pas d'avoir des convictions politiques, etc. Mais là, il y a un outil, là c'est vraiment un outil qui permet, qui a un langage qui permet de coder et d'avoir un système de valeurs qui prenne en compte tout l'humain, y compris sa face sombre. Dans les ateliers que je fais souvent, j'en ai fait un Manille à Singapour il y a quelques jours, à La Réunion, dans les ateliers que je fais souvent, je me rends compte que parler de l'onde de choc, c'est-à-dire la colonne rouge, est beaucoup plus rigolo, beaucoup plus amusant, beaucoup plus instructif que de parler de la colonne bleue, qui est les valeurs, audace, excellence, partage, ambition, machin. Donc on en est à un point de saturation des valeurs d'onde de charme, on n'en peut plus. On a compris qu'on pouvait se faire enfumer avec des gens qui n'ont que du charme en apparence, en fait c'est hyper choc ce qui balance. Aujourd'hui on a compris que le pervers narcissique manager doit utiliser le langage de l'onde de charme pour communiquer, ils ont tous compris ça. Donc, on dirait des Mandela quand ils prennent la parole. Vous avez des directeurs de grands groupes absolument horribles, humainement, qui se balancent des dossiers à la gueule en disant c'est quoi cette merde, qui utilisent du coaching et de l'onde de charme, et donc quand ils font un discours avec 3 scénaristes qui écrivent leur discours en parlant de leur frère, machin, mon frère qui était là, tout le monde pleure et partage sur Facebook en disant mais quel homme extraordinaire, c'est juste des scénaristes qui écrivent le truc, le mec, il est... Donc il ne faut pas se faire avoir par le discours de l'onde de charme généralisé, même si c'est hollywoodien comme moi je me méfie toujours, fais Dipro et après on discute. Voilà, donc il faut faire attention. L'onde de choc, c'est le grand enjeu du XXIe siècle. Ce qui pose problème, c'est l'onde de choc. L'onde de charme ne pose... Franchement, l'onde de charme, comment tu peux gérer quelqu'un dans l'onde de charme? Laisse-le gambader avec agilité dans la nature. Enfin, je veux dire, c'est l'onde de choc qui est à la fois ce qui est excitant dans les scénarios américains. Pourquoi aujourd'hui les scénarios américains sont si excitants? Ils balancent tout dans le choc. Ce qui nous intéresse dans Superman, c'est la kryptonite. C'est pas Superman. Ce qui rend Superman attachant, c'est la kryptonite. Moi j'ai un truc qui me dit du coup. Pourquoi ce gap des 30 ans? Enfin, qu'est-ce qui se passe à 30 ans? Si on a parlé tout à l'heure qu'on avait tous les chiffres en nous, quelque part ils évoluent. Pourquoi à 30 ans il y a quelque chose qui s'arrête? Pourquoi ça évolue pas après? Qu'est-ce qui se passe? Alors le but du jeu, de ma philosophie, là pour le coup c'est ma philosophie, que je développe dans Mélange en deux notamment, le but du jeu c'est que tu restes malléable toute ta vie. C'est le but du jeu, c'est l'idéal. Pour moi ça s'appelle le jeu J-E entre parenthèses U. Jeu entre parenthèses. Ton jeu doit être un jeu. Tu dois rester. Donc tu dois... Ta personnalité, tu dois t'y croire sans y croire. Ton identité, tu dois t'y croire sans y croire. Je m'y crois, j'y suis, je suis dedans, mais c'est qu'un scénario, je n'y crois pas. Je n'y adhère pas en termes rationnels. Un peu comme un gamin qui se prend pour un cow-boy dans la cour de récré. Il est vraiment le cow-boy. On n'a jamais vu un cow-boy comme ça. Mais il sait très bien qu'il n'est pas cow-boy. Mais quelque part, il sait qu'il est cow-boy. Donc la réponse, c'est pas être ou ne pas être, c'est être et ne pas être. Et donc ça, c'est le but du jeu. Maintenant, dans les faits, j'ai beaucoup analysé la psychologie humaine, des grands penseurs m'ont beaucoup aidé. Dans les faits, hélas, la technocratie aujourd'hui, la façon de suradapter les jeunes au monde technocratique, parce que les jeunes sont suradaptés, fait que, passé 30 ans, tu as une personnalité qui est assez fixe. Et que le jeu J-E entre parenthèses U est plutôt ce que les gens veulent mettre de côté, donc avec leurs émotions, avec leur... voilà. Grosso modo, la personnalité se stabilise autour de 26 ans, 26-27 ans. Et ce que j'ai vu dans les parcours des ambitieux, c'est qu'ils sont lancés largement avant 30 ans. Après 30 ans, c'est extrêmement dur
d'arriver à cette fluidité où tu peux t'inspirer d'une rencontre humaine. À 15 ans, quelqu'un sourit, tu peux prendre son sourire. C'est-à-dire, tu te retrouves, tu sors et tu prends la façon de sourire avec la petite fossette, machin, ou la façon de rigoler de quelqu'un. Tu fais ton marché à l'identité et tu construis comme un jeu de Lego. Passé 30 ans, tu n'es plus là-dedans, au contraire, et puis même tu es assigné à des tâches, des missions, le regard des autres pèse, et puis tu es endetté, tu as des gosses, après c'est compliqué, mais des compromis avec la fluidité identitaire. Donc je déplore, le but pour moi d'une philosophie du XXIe siècle, c'est de comprendre que l'identité est un processus qui n'a pas de fin, et c'est compliqué de voir qu'est-ce qui fige, qu'est-ce qui crispe. La peur de la mort, c'est un peu facile de dire ça, mais il y a des choses qui crispent. Je pense que c'est une urgence de l'action au détriment d'une poésie, d'un impondérable, d'une possibilité de respirer la vie indépendamment de l'efficacité. Je crois que l'efficacité nous rend addicts et nous obnubile. Et sur Dipro, c'est vraiment 9 valeurs avec des sortisseurs, enfin 9 codes. Et généralement, il peut y avoir beaucoup plus de codes de charme, où il y a généralement un petit peu des deux. Non, on peut aller très loin. On peut aller à 9 charmes, 8 charmes sur 8. 8 charmes sur 9. Ou 8 chocs sur 9. Initialement, l'idée de Dipro est venue parce que dans le milieu hospitalier, je bosse beaucoup avec le milieu hospitalier, ils ont voulu que j'invente un truc pour détecter les burn-out. C'était peu glorieux. Enfin, initialement, je dis, l'idée qu'on va dire, on fait une appli. Et donc, les burn-out, c'est plus de 65% de choc. Si tu as plus de 65% de choc, c'est là que tu dois bouger. Et tu sais où bouger, c'est un diagnostic Dipro. Tu sais exactement les valeurs de choc, elles sont rondes. Elles sont là, devant tes yeux. En général, si tu ne te comprends pas bien, ça permet de doser la sagesse de quelqu'un. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui accepte son nombre de choc en disant « ouais, je me connais, c'est moi ». Mais des gens qui sont ignorants d'eux-mêmes s'offusquent de l'onde de choc et des réactions extrêmement violentes. Et quand ils donnent ça à leur conjointe, la conjointe en général dit « ouais, c'est toi ». Et là, c'est le drame. Mais, donc, dans Dipro, tu as 2 rapports. Tu as un rapport synthétique, où tu as tes 9 valeurs positionnées du moment, mais qui restent. Tu as un score choc charme en pourcentage, tu as un score introversion-extraversion, ce qui est beaucoup plus simple à trouver, et tu as le code, le fameux code, tu l'as, et puis c'est tout ce qu'on a, et puis ta logique, quelle logique tu as, c'est déjà pas mal. C'est 3 écrans de smartphone. Et puis tu peux demander un rapport approfondi, où là tu as carrément 8 pages de mails, et là tu as vraiment c'est automatisé, mais c'est des tonnes et des tonnes de textes qu'on a dû mettre là-dedans, et là tu as un rapport. Et il y a un type d'accompagnement quand même. Oui, c'est vrai. Il y a des missions chaque jour pour tenter le charme. Ouais. On nous a demandé quand même, mais on fait quoi sur les coachs, tout ça, nous ont dit, ça serait bien qu'on ait quand même un truc, parce que ce qui leur plaît dans Dipro, c'est que c'est objectif. Alors c'est peut-être faux, mais c'est objectif. C'est-à-dire que Dipro, il y a des chiffres, des machins, et à un moment, boum. Et c'est super de partir d'une base objective, et non pas d'un a priori, et après on met de la subjectivité. Dans le jeu du Phénix, c'est pareil, la carte ne dit pas la vérité, mais ce que l'autre va dire de la carte, c'est la vérité. Donc c'est une sorte de hameçon pour puiser la vérité. Et donc effectivement, au sortir du rapport approfondi, tu as chaque jour un choc que tu dois calmer et un charme que tu dois augmenter en fonction de ton test. C'est amusant. Et puis avec mon expérience personnelle, je pense que il y a un coïncident, enfin c'est quelque chose de cohérent avec le système de Vincent, c'est que le MATCA peut faire changer, enfin le voyage peut faire changer beaucoup de choses. Par exemple, si je reste au Vietnam, mais mon système de valeurs est complètement tien. Pareil pour vous, pour Cédric peut-être, tu as bien témoigné ça. C'est quand on change, c'est obligé. Donc du coup, on est beaucoup plus souple, beaucoup plus agile là-dedans. Si on a des mouvements dans l'espace et dans les cultures différentes. Dans de gros changements, du coup, c'est conseillé de faire un Dipro de nouveau. Exactement. De toute façon, Dipro, le but du jeu, et c'est pour ça que c'est génial avec vous, c'est que vous le faites et vous en parlez. C'est juste ça qui est intéressant. Et vous parlez du choc, le charme c'est super, bravo, ça roule tout seul. Le choc, c'est quoi ton choc? Tu l'assumes ou pas? Ça t'étonne ou pas? Ça vient d'où? La révolution là en cours, grâce à ça, c'est ce que je développe dans certaines conférences, c'est que d'arrêter l'hypocrisie. Je ne vais pas faire semblant d'avoir des valeurs d'onde de charme que je n'ai pas et de cacher les valeurs d'onde de choc que j'ai pertinemment.
La plupart du temps, dans les groupes, ce qui est compliqué, c'est l'hypocrisie obligatoire, parce qu'on a décrété les valeurs d'onde de charme, donc tout le monde essaie de s'y conformer pour être bien vu, et que c'est moralement être dans le camp du mal que d'avoir des valeurs d'onde de choc. Qui a dit que quelqu'un d'extrêmement, je dirais, barge dans le choc n'est pas efficace au travail? C'est faux, totalement faux. On peut être complètement dans le choc et efficace. Maintenant, dans un groupe, le choc, ça circule, c'est de l'onde, on appelle ça d'onde de choc. Et donc c'est compliqué. Donc Dipro, ça permet d'assumer ces valeurs d'onde de choc. Quelqu'un qui dit ouais les gars, je suis égocentrique. Je suis là au milieu de vous. Je vais vous dire pourquoi. Je suis égocentrique parce que quand j'ai grandi, j'étais dans une famille très pauvre. J'étais le dernier de la fratrie de 6. Et à table, je vous garantis qu'il fallait se battre. Et tout le temps, je devais prouver mon deuxième frère. C'est pas moi, c'est une image. Mon deuxième frère avait 10 ans de plus que moi, j'étais vraiment le petit, et je devais me battre, et tout ramener à moi par survie. Alors je sais qu'avec un peu de coaching, je peux enlever ça, mais en fait, j'ai même pas envie, c'est mon identité, je suis égocentrique. C'est-à-dire que dès que vous me présentez un problème, j'essaie de me positionner, de voir comment ça va. Quand vous avez quelqu'un qui assume ça, c'est une immense force dans une boîte, c'est immense. Le mec, il assume d'être dans la compétition, ouais, je suis jaloux, ouais, je suis jaloux. Vous me mettez en défi tout ça, j'ai les boules, ouais, je suis jaloux. Mais dire je suis jaloux, c'est une immense force. Donc, ce qu'on plaide, on plaide pourquoi ? On plaide non pas pour des valeurs d'onde de charme au fronton des entreprises, on plaide pour une axiodiversité. Axio, c'est le mot pour des valeurs. Axiodiversité. Comme on parle de biodiversité qui permet la résilience des systèmes vivants, on parle d'axiodiversité dans les groupes, il faut qu'il y ait des valeurs multiples et nombreuses. Il ne faut pas qu'il y ait toujours la même valeur pour un groupe, et je sais que c'est la grande tendance. La grande tendance, c'est de dire, bon, on a réfléchi, on a audité tout le monde, c'est cette valeur qu'il vous faut en fonction de vos projets, machin. Non, c'est plein de valeurs qu'il faut. De la biodiversité de valeurs. Ce qui fait que quand le groupe sera confronté à une situation un peu inconnue, on ira voir le mec qui est peut-être égocentrique ou qui est dans la compétition parce que c'est lui le spécialiste. Et donc c'est une véritable révolution de miser sur la pluralité de valeurs, y compris le choc, plutôt que sur l'unification de valeurs, super rassurant, mais en fait faussant un peu la réalité et poussant à l'hypocrisie. Encore une fois, c'est au nom de l'efficacité que je condamne l'hypocrisie, c'est pas moralement, c'est juste au nom de l'efficacité, c'est-à-dire que ça crée des conflits pour rien. Quoi. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un comme ça. Mais si tout d'un coup je mets un mot et il me dit ouais, j'ai la valeur 2, pas moins de 2, c'est-à-dire je fous le bordel. Moi, il n'y a que dans le bordel que je peux survivre. Dès que c'est trop organisé, ça m'angoisse. Donc forcément, je vais tout foutre le bordel. Mais quelqu'un, on sait qu'il est comme ça, il le sait, il me le dit, axiodiversité. Quand on aura besoin de manœuvrer dans un vrai bordel, je suis sûr que tu seras spécialiste. Donc l'axiodiversité est à l'opposé de la mono-axiologie, c'est-à-dire une seule valeur ou 4 valeurs, 5 valeurs, chacun son système. Quand je dis ça, les gens sont très choqués, c'est hyper contre-intuitif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se marre? Ils se marrent, ils savent très bien qu'il y a surtout un ah ouais, j'ai le droit d'être moi-même, quoi. Ouais, tu as le droit d'être toi-même, mais tu n'as pas le droit de mentir sur ce que tu es, si ça concerne le boulot. Pourquoi tu fais ce que tu veux? Mais si ça concerne le boulot, ne mens pas sur ce que tu es. Je préfère que tu me dises en face que tu as les boules, que tu es dans la colère. Je préfère quelqu'un en colère en face de moi qui dit ouais, à part, ça fout les boules ce que tu me dis. Ok, on essaie de comprendre. Et est-ce que c'est si improductif que ça, quelqu'un qui a les boules et qui frappe du poing? Est-ce que c'est si, une fois qu'on arrive à supporter bien sûr les décibels et les points qui se ferment, est-ce que c'est si négatif que ça pour, voilà. Donc c'est ça la véritable nouveauté. Hein. Et dans les petites structures, on peut le faire. Alors pour répondre un peu à la question de je vais ailleurs et comment l'esprit, hein, la culture maison ben là aussi il faut une authenticité profonde, une authenticité des buts qui sont cherchés là-dedans. Et là, on peut se mettre d'accord. On insiste beaucoup sur le côté psychologique de ce système, hein, qui je suis, qui il est. Mais ça peut être aussi, on se met d'accord sur une logique. On se met d'accord sur que c'est cette logique-là qui doit... Là, on peut se mettre d'accord, du coup. On peut vraiment dire, c'est logique d'engagement. Innovation, résistance, solidarité, leadership. On y va. Et qui s'occupe de quoi? Tiens, non, moi, je suis plus doué en leadership, les gars. C'est moi. Moi, je suis plus... Voilà. Et là, j'ai une lacune, là. Et on peut discuter. On peut se mettre d'accord et discuter sur... donc, ça permet de se coordonner sur ces valeurs. Mais c'est pas mystique. C'est pas un rapport mystique aux valeurs. C'est pas mystiquement l'ambiance a donné cette valeur. Non, c'est on décide. On se met d'accord. Donc on bosse dans ce sens. On va tester ça. Ouais, grand plaisir. On veut des feedbacks, vous savez bien que ça marche comme ça. On va faire. On laisse ça là. Moi j'ai une question sur la réaction à l'onde de choc. Ouais. Demain, on fait tous Dipro, on discute. On parlait tout à l'heure de cette sagesse d'assumer nos ondes de choc. Si je l'assume, est-ce que aussi ça peut être ça de dire je vais changer? Dans ce cas-là, je lance un coaching.
ou pas du tout. La sagesse, c'est juste je l'assume, je m'arrête là. Et du coup, la décision de changer ne serait pas de la sagesse, même si je dis balance pour le bien du groupe, je décide de changer, ou au moins de travailler dessus, parce que j'en ai envie. Ouais, c'est très intéressant. Chez les plantes, il y a un phénomène qui s'appelle le phototropisme positif. Pourquoi les plantes vont vers la lumière? C'est beau, hein, l'être humain qui va vers la lumière, on veut tout ça. Plus il y a de charme, mieux c'est, ça c'est sûr. Hein. Le choc est bien, mais si on pouvait tous être dans de charme, ça serait top. Parce que le charme, c'est pas des ours mou, hein. C'est du feu sacré, magique. Pourquoi les plantes vont vers la lumière? Parce qu'elles développent une hormone, l'auxine, une hormone qui est allergique à la lumière. Et du coup, cette hormone fait que la tige va pousser en sens contraire de la lumière, et du coup la plante va faire comme ça, et du coup retomber vers la lumière. C'est parce que je sécrète quelque chose qui m'éloigne que je m'approche. La plante fait comme ça. C'est intéressant, et je pense qu'il faut être mu par ça. C'est-à-dire que reconnaître une valeur, c'est la considérer, et ensuite tu juges. Je la veux ou je la veux pas. Et si tu la veux pas, si tu annonces à tout le monde j'ai cette valeur et je la veux pas, c'est exactement comme si tu voulais perdre 10 kilos, ou 5 kilos, toi même pas, et que tu dises à tout le monde les gars je fais un régime, je compte sur vous. T'assumes que t'es gros pour tes critères à toi. T'assumes que ça te va pas, ton corps te va pas. Faut oser assumer ça, en même temps on fait semblant, on cache. J'assume que ouais, j'ai un peu trop de kilos. Je dis à tout le monde, je compte sur vous, donc j'assume la valeur, qui est pas cool, qui est pas tellement reluisante selon les critères sociaux admis. Je dis à tout le monde, je compte sur vous, et quand on me surprend à bouffer un gros gâteau, on me dit hey, oh, arrête, oh, pas parce que c'est une règle déclarée. Et donc l'idée, c'est que le changement, il peut se faire que collectivement, en tout cas dans un espace de travail. Si tu assumes tes valeurs de choc et que tu préviens que tu vas en changer, quand tu vas t'énerver, on va dire hey, t'es en de choc là, calme-toi. Hey, et évidemment, il faut des mots là-dessus. Alors nous, on parle carrément, hey, t'es un peu trop 2, essaie d'être moins 2. Bon, c'est chacun son truc, mais maintenant on parle comme ça. Mais vous pouvez très bien parler de valeurs et dire, tiens, voilà, tu nous as dit que c'était cette valeur-là que tu voulais changer, il se trouve que là, tu nous y amènes, ok, et du coup, ça permet d'amender ta conduite. Moi, je crois que vraiment, on peut amender sa conduite, transformer ses conduites, que si le groupe nous tend ce miroir actif en permanence. C'est quelque chose qu'on enfin, en fait, mine de rien, en ce moment, c'est une discussion que je mène beaucoup en intérieur. On fait nos évals en ce moment, fin d'année. Et quand on fait nos évals, on se donne aussi 3 points d'amélioration qu'on fait par rapport à nos valeurs. On se donne notre valeur, on se dit, voilà, pour moi, à mes yeux, cette valeur est faite chez toi, pour ça. Et on se dit, ok, le côté sage, c'est quoi? J'assume cette valeur, en effet, tu as raison, je sais que je suis comme ça, mais je ne changerai pas. Ça, c'est sage? Ou est-ce que c'est sage? C'est-à-dire, écoutez, en effet, sur mes 9 collègues, j'ai 7 personnes qui m'ont dit que je suis comme ça. Et ça leur plaît pas, en tout cas, ça va à l'encontre d'un jeu de valeurs. Où on s'est mis ensemble, où c'est une partie de leur valeur, peut-être pas la mienne même, en tout cas, j'étais là le jour où on a fait ce jeu de valeurs, donc je suis censée être d'accord. Donc j'ai dit, ok, je la change, et du coup, c'est ça la sagesse. Ça, après, ça dépend de la philosophie du groupe. Moi, encore une fois, je ne vais pas vous donner le contenu dogmatique là-dedans. Moi, je pense que les valeurs de choc assumées, c'est déjà la moitié du problème. Ça reste déjà la moitié du problème. Tu es égocentrique, tu l'as fait. Tu es dans la compétition, c'est fatigant, mais du coup tu le dis, donc c'est beaucoup moins fatigant. Parce que ça permet de senser différemment tes comportements. Si je sais pas que tu es dans la compétition et tu fais semblant d'être dans la générosité, je comprends pas pourquoi tu t'énerves, je comprends pas pourquoi tu me baises la gueule, je comprends pas pourquoi tu me fais des coups de pute. Mais si, voilà, bonjour les amis. mais si tu dis ouais, je suis dans la compétition, si c'est assumé, pas besoin de vouloir peut-être en changer si les autres acceptent, ok. Ah bah c'est lui, on le connaît, il est énervé, mais regarde, on l'a challengé aussi, c'est normal, il est dans la compétition. Donc je crois vraiment que l'axiodiversité, c'est justement la grande sagesse, à mon sens, mais c'est personnel, hein, après chaque boîte sa philosophie, à mon sens, c'est d'assumer l'axiodiversité. Qu'un mec peut être vénère parce qu'il y a de la compétition, c'est super intéressant quand on est 10 et qu'on n'est pas 10 comme ça, tous. Tiens, lui, il est vénère dans la compétition, mais peut-être qu'il y aura des super idées qui vont pouvoir émerger. C'est un peu la théorie du maverick, hein, dans les troupeaux de cow-boys. Hein, il faut toujours une tête de bétail complètement barge. C'est-à-dire qui vit sa vie, qui est complètement folle, qui va, quand tout le troupeau va là, il va à l'opposé. Et pourquoi il en faut pour qu'un troupeau aille bien? Parce que quand il y a des intempéries, des problèmes naturels, et que le troupeau est coincé, c'est celui-là qui va trouver une voie, et tout le troupeau va le suivre. C'est celui qui permet, parce qu'il bug, parce qu'il n'est pas dans les valeurs des autres, qui permet de trouver une solution d'adaptation de survie face à une situation jamais rencontrée. Oui, juste une question, parce que nous, même nos procès de recrutement et autres, sont par rapport à un jeu de valeurs qu'on s'est écrit. Donc du coup, on va avoir des personnes,
si on n'embauche pas, parce qu'en fait, on a des entretiens culturels, parce que ça veut dire qu'on a quand même formalisé des choses, qui fait que quand quelqu'un, entre guillemets, sort du cercle, le fameux agneau ou bêta qui va ailleurs, on va pratiquement pas l'accepter aujourd'hui. On est quand même sur une complexité qui est fait, si ça ne rentre pas dans notre valeur, on va être là, oui, non, on n'en peut pas. Alors que du coup, ça fait tous pareil. C'est pour ça que l'avenir du recrutement, ce sera des recrutements en groupe, avec le groupe qui intègre l'entreprise quand le groupe gagne la compétition. Ça, c'est l'avenir. C'est-à-dire que vous mettez 3 par 3, l'équipe qui gagne, on la prend, même s'il y a un mec qui a joué de la flûte pendant que tout le monde bossait, pendant que les deux autres bossaient. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné, donc peut-être jouer de la flûte, ça aidait. Et puis un autre élément de réponse peut-être à cette question-là, et d'ailleurs qu'on peut utiliser en commercial, parce que ce que tu viens de dire, c'est un argument commercial. Le contre-argument qu'on a très souvent, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est pas de ne prendre que des gens qui ont que les valeurs qu'on a centrales. C'est que ce qu'on essaye, c'est de ne pas prendre des gens qui ont des valeurs antagonistes. Et donc qui viendraient vraiment en pure confrontation tout le temps avec nous. Par contre, s'ils ont des valeurs différentes, et nous, parmi nous tous, on a des valeurs qui sont toutes vraiment différentes, là on s'enrichit, on a juste un petit dénominateur commun. Oui, mais d'avoir les ondes de choc, on aura... Peut-être, on a tous des ondes de choc, et je suis presque sûr qu'on en a pas mal en commun. Et dans Dipro, vous avez un matching. Vous pouvez matcher vos profils Dipro pour voir les valeurs en commun. On va faire ça après. Non, mais ce que tu dis est très vrai. D'ailleurs, les antagonistes, c'est là, hein, c'est le opposé. Exactement. Et bien sûr, non, c'est passionnant. De toute façon, c'est passionnant. Je crois qu'il faut faire attention au côté formalisé. C'est un système, il y a plein de limites dans le système. La vie ne tient pas dans un système, on le sait bien. Mais c'est des boîtes de rangement. Ça permet de ranger des comportements, de mettre des mots en fait. Ça permet de mettre des mots et de pouvoir les positionner dans un cercle de mots. C'est une boîte de rangement que chacun branche ce qu'il veut là-dedans. L'idée, c'est qu'effectivement, la joie et la passion soient au centre, quoi. Grosso modo. L'idée, c'est que je sens que je peux m'épanouir dans une aventure collective intense et que je peux me mélanger vraiment avec les gens. L'idée, c'est que dans 20 ans, on dirait je rencontrais machin. C'était une belle rencontre humaine, et il reste toujours quelque chose en moi, il y a une sorte de dépôt de téléchargement de l'autre en moi. Et vous vivez une expérience de start-up hyper intéressante, hyper intense humainement. Donc le but c'est d'emporter l'autre en soi, un peu philosophiquement. Donc il faut faire attention à ne pas avoir une vision hyper en contrôle de ça. Dire ses valeurs, c'est pouvoir les vivre, quoi. Et après, la vie est là. Il faut faire attention de ne pas se guinder derrière une armature conceptuelle et théorique. Mais le recrutement, c'est sûr que c'est dans l'expérience. Regarde par exemple comment Apple recrute. Apple, d'abord, on va voir sur LinkedIn les plus grands profils dans le monde entier d'ingénieurs informaticiens avec les diplômes qu'il faut. Donc, dans le monde entier, évidemment, ils recrutent dans le monde entier. Une fois qu'ils ont repéré les 3000 personnes, ils font des Skype individuels, plusieurs rendez-vous Skype. Donc ils éliminent. Et ils font des blagues dans les Skype. C'est pas que de la théorie, c'est beaucoup de blagues. Beaucoup de valeurs qui sont testées. Et quand ils ont une dizaine de personnes qui jugent bien, ils les invitent, billets payés, hôtel, tout ça, impeccable, ils se retrouvent et ils passent une journée entière à pouffer autour de Moon. Alors, dans la pièce, il n'y a qu'un tableau noir et des craies. Tu vas bosser chez Apple, tu es ingénieur, etc. Et tu te retrouves dans une pièce pendant une journée avec des craies et un tableau noir. Donc là, on dépouille toutes les possibilités de trucage et on est dans les valeurs humaines et qu'on expérimente. Et c'est intéressant de voir que c'est Apple qui fait ça. Donc on est vraiment dans le comment il va se tenir, Tu peux plus tricher en une journée. À un moment, tu as toutes les valeurs, tu as accès à toutes les valeurs de l'autre. Pourquoi les rendez-vous d'affaires se passent autour de repas? Parce que dans un repas, il y a tout qui transparaît, toutes les valeurs transparaissent. La compétition, ça se voit dans un repas, est-ce qu'il se précipite dans la... Et donc c'est tout cet impondérable que l'intelligence artificielle est très très loin de pouvoir décrypter aujourd'hui. Elle se trompe même sur un hot dog, l'intelligence artificielle parfois. Il y a tout cet impondérable humain, et nous sommes des appareils à détecter les valeurs bien plus que des pros. Après, il y a un problème humain, c'est qu'on ne fait pas confiance à son intuition. La plupart du temps, on se fait avoir par nous-mêmes en disant non, j'ai cette intuition, mais non, c'est pas ça. Au nom de valeurs, il faut que je dépasse. Mais non, il ne faut pas que tu dépasses tes intuitions. On est fait pour capter les valeurs des autres. Donc, la richesse d'une expérience, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est vraiment l'idée de diversité, mais pas d'opposition frontale. Le but du jeu, c'est que en vous-même, vous ayez plus de 50% de charme. En Dipro, le but du jeu, c'est que dans une relation, dans un groupe, il y ait 50%. Ça veut dire qu'on autorise 49% de choc. On peut se foutre sur la gueule, mais à 49%. Si vous dépassez la ligne, c'est que c'est pas viable sur le long terme. Il y a un système d'entropie. L'entropie, c'est plus de 50% de choc qui gagne. On va vers la mort.
Donc tout est viable, un couple est viable, une relation humaine est viable, un lancement de produit est viable, une entreprise est viable, un groupe, quand le charme l'emporte même d'un chouïa sur le choc. Quand le charme l'emporte d'un chouïa sur le choc. C'est-à-dire, entre amis, si tu veux une amitié véritable, tu ne dois jamais dépasser 50% de choc. Mais tu peux balancer du 49% de choc. Donc c'est génial. Et ils sont d'autant plus acceptés que l'autre, il sait très bien que tu es dans le charme. Tu es prédisposé majoritairement à être dans le charme. Donc c'est un système réaliste. On accepte complètement les valeurs de choc, mais il ne faut pas que ça empiète, il ne faut pas que ça déborde. Je pense que c'est intéressant, ça va nous apporter une grille de lecture différente sur les autres au sein du groupe, et c'est ça qui est intéressant. On a essayé de faire les messages contraignants, les langages de l'amour, enfin plein de petits tests qui sont plus visuels, et celui-ci a l'air intéressant pour encore avoir une grille supplémentaire de lecture sur chacun des personnes qui font positif. Là, je pense que c'est ça que ça va nous apporter. Et on fera des feedbacks et on verra. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Je vous écoute un peu, je vais y aller, mais je finis mon repas avec vous. Merci.